d'une fédération donc délégataire et qui donc est connue par ses résultats, notamment une fédération de sport nature. Alors sans attendre, Anne-Marie, je te laisse commencer sur un petit diagnostic sur l'état du sport pour tous actuellement. Qu'en est-il d'après toi et comment se porte-t-il ce sport? Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier les invités qui ont participé. Votre micro n'est peut-être pas allumé. Alors on prend votre micro. C'est bon? Ouais. Oui, je voudrais quand même, en tant que co-secrétaire de la commission sport, remercier tous nos invités d'avoir accepté de participer à cet atelier. Je voudrais aussi remercier quand même Frédéric Selmer, qui est mon co-secrétaire, qu'on ne voit pas, mais voilà, qui a aussi beaucoup contribué à l'organisation de cet atelier. Pascal, tu as déjà pas mal décrit en fait la situation du sport. C'est vrai que le sport pour toutes et tous, il va pas très bien. Je dirais que c'est pas nouveau et qu'en fait la crise sanitaire n'a fait que accentuer et exacerber en fait les difficultés que le sport rencontrait déjà. Ça a été dit, la situation s'est dégradée ces dernières années. Puisque effectivement on constate qu'il y a vraiment un désengagement de l'État pour financer le sport en général et le sport pour toutes en particulier. Ce désengagement est d'ailleurs en totale contradiction et on est un peu dans la schizophrénie puisque il y a quand même 3 ans, annonce des Jeux Olympiques à Paris et on se disait voilà, enfin, quoi qu'on dise, voilà, on va peut-être avoir des moyens pour effectivement soutenir le sport et non, s'en est suivi, comme ça a été dit, une baisse du budget sport. Le budget sport aujourd'hui, il représente 0,2% du budget total de l'État. Quand on regarde la culture, c'est 1%. C'est 550 millions de budget under contrôle parlementaire, un peu plus. Et la culture, c'est 10 milliards. Donc vous voyez qu'on joue quand même pas tout à fait dans la même cour. Et c'est vrai que tout ça est assez contradictoire et pose souci. Donc il y a une baisse du financement, baisse des emplois d'avenir. Il y a aussi le reclassement ou le déclassement plutôt des conseillers techniques sportifs. Donc 1600 emplois nationaux qui, à terme, devraient peut-être disparaître. Et puis, la baisse des dotations de l'État pour les collectivités territoriales. Et alors là, je dirais, c'était un peu le pompon, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que ce sont les collectivités territoriales et les municipalités qui font vivre le sport au quotidien, puisque c'est elles qui financent pour 80%, 85% l'investissement. Donc c'est la création d'équipements, c'est la rénovation, c'est la maintenance, mais également le fonctionnement. Donc c'est la subvention aux associations sportives, le soutien à des dispositifs de sport santé par exemple, l'événementiel. Donc vous voyez que annonce, et puis derrière, il n'y a rien qui suit, et on se retrouve en difficulté. Et puis le Covid passe par là. Et c'est vrai que on se retrouve encore plus en difficulté. Les collectivités territoriales, et moi j'ai été élue de 2008 à 2020 à Montreuil, et donc j'ai dû gérer là la crise sanitaire et donc le confinement. Eh bien, les collectivités sont une fois de plus les premières, sont au front. Et on a une baisse, on a des dépenses qui sont liées à la gestion du Covid, et on a des associations sportives qui sont arrêtées. Enfin voilà, tout ça se met à l'arrêt, donc ça fait des recettes en moins. On a estimé que c'était à peu près pour l'instant 5 millions d'euros de dépenses. À Est Ensemble, il y a une baisse des recettes de 600 000 euros due à la fermeture des piscines. Donc en gros, l'argent public se fait rare. Et c'est vrai que pour soutenir le sport pour toutes et tous, c'est extrêmement compliqué. Merci. Alors, Monsieur Juanico, Régis Juanico, vous êtes au fait des investissements de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce qu'Anne-Marie nous dit? Alors, un mot peut-être sur la crise sanitaire et un autre sur la relance du sport amateur après la crise sanitaire. Le sport, il a joué un rôle très important pendant le confinement. Et il a joué un rôle de soupape, de bouffée d'oxygène pour beaucoup de Français, puisque, comme vous le savez, 40% des Français, 4 Français sur 10, ont pratiqué
une activité physique et sportive pendant le confinement. Et parmi ceux-ci, il y en a eu un cinquième, 20% des Français qui ont découvert une nouvelle activité physique et sportive. Ça, c'est très important. Alors, ça peut être la course à pied, ça peut être la marche nordique, ça peut être le vélo, qui a connu aussi depuis un boom considérable, ça peut être le jardinage, activité écologique en particulier, puisque c'était une activité qui était autorisée, c'était une des dérogations aussi possibles. Et donc, on voit que ça a été le fait de bouger, le fait de se déplacer activement, un facteur puissant et indispensable, effectivement, d'équilibre, d'épanouissement, mais aussi de lutte contre le stress, de lutte contre l'anxiété. Et d'ailleurs, c'est l'activité physique et sportive, Jean-François Toussaint l'explique très très bien, c'est une façon aussi de fabriquer de l'immunité. C'est un bienfait pour la santé publique. Aujourd'hui, on guérit le Covid quand on a été malade avec de l'activité physique adaptée, notamment à l'hôpital Dieu en ce moment, comme vous l'avez vu récemment dans les articles. Donc, à part quelques maires inconséquents qui ont pris des arrêtés complètement aberrants pour restreindre l'activité physique en plein air, en particulier entre 9h et 21h, c'était le cas à Saint-Étienne, mais c'était un des seuls. En France, fort heureusement, le sport a joué un rôle considérable. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas eu de suite. C'est-à-dire que c'était une occasion manquée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont mis à faire du sport ou à refaire une activité physique et sportive pendant le confinement, mais qu'on n'a pas su les capter. Et les pouvoirs publics auraient dû dire, juste après le confinement, on met des moyens financiers et humains pour mettre des éducateurs sportifs à disposition des clubs. Tous les clubs, bien évidemment, n'ont pas repris. La reprise est chaotique, on va y revenir. Mais faute d'équipements sportifs, mais on met des moyens pour accueillir ce nouveau public qui souhaite une offre plus ludique, moins compétitive, une offre plus loisir, dans les clubs, dans une pratique encadrée, et notamment des activités physiques adaptées, qui sont aujourd'hui des activités qui permettent de lutter contre les maladies chroniques. Il y a 16 millions de Français concernés, et donc c'est vraiment là une occasion manquée, d'autant plus que les mutuelles étaient prêts à mettre des moyens financiers conséquents sur la table. Ils ont fait des économies pendant le Covid, c'est comme ça, hein, puisqu'il y avait moins d'hospitalisation, moins de remboursement de soins, ça est en train de se rattraper, mais ils étaient prêts à mettre des centaines de millions d'euros sur la table pour accompagner ce mouvement vers du sport sur ordonnance, vers une activité physique adaptée. Darmanin a dit non, il a dit moi je suis ministre des Comptes publics, je veux récupérer cet argent, je ne veux pas le mettre pour le sport, pour le sport et pour l'activité physique adaptée. Un mot sur la relance, simplement sur le sport amateur, puisque ça c'est la grande oubliée. Des pouvoirs publics pour cette rentrée. On dit qu'il y a eu un plan de relance pour le sport, mais ça concerne essentiellement les associations employeuses. Or, 90% aujourd'hui des associations sportives n'ont pas d'emploi et donc n'ont pas pu avoir les aides de droit commun, le fonds de solidarité gouvernementale, le chômage partiel pour leurs employés, etc. Celle-là, il y a eu des études très, très, très précises qui ont été faites, notamment par la Centrale du Sport, qui est une start-up stéphanoise, qui a démontré que pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, ce sont 10 événements en moyenne qui ont été annulés dans les clubs amateurs. Ça représente 7 000 € de pertes financières. Les rendez-vous conviviaux de fin d'année, c'est-à-dire le concours de pétanque, le vide-grenier, ça peut être aussi les stages de fin d'année, et puis aussi toutes les recettes de buvette et de convivialité. Donc ça représente 10 000 € par club. Plus le fait que les mécènes, aujourd'hui 50% dans les clubs locaux, ce sont des mécènes locaux, des artisans et des commerçants qui sont en très grande difficulté économique. Il y a une sous-estimation, je l'ai dit à plusieurs fois à l'Assemblée nationale, de la part du gouvernement, des conséquences aujourd'hui sur le sport amateur. Et il n'y a pas de plan de relance spécifique, c'est le seul secteur d'activité aujourd'hui primordial. Hein. Là, on parle de 350 000 clubs sportifs, de 3,5 millions de bénévoles et de 16 millions de licenciés. Et des centaines de milliers d'éducateurs sportifs. C'est le seul secteur d'activité qui n'a pas un plan de relance financier à la hauteur. On y reviendra tout à l'heure. Donc une occasion, pour l'instant, complètement loupée. On n'a pas la Fédération française de jardinage ici, mais on a deux fédérations, malgré tout. Oui, absolument. Pour la FSGT, Emmanuel, quel est votre diagnostic? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? D'abord, je voulais confirmer ce que vient de dire Régis Juanico. La FSGT a d'ailleurs écrit à la ministre pour noter que seules les associations employeuses avaient bénéficié d'un plan de relance. Et si 4 personnes sur 10 ont pu pratiquer des activités physiques et sportives pendant le confinement, ça veut aussi dire qu'il y en a 6 sur 10 qui n'en ont pas bénéficié. Et pour moi, c'est un enjeu important du diagnostic actuel. C'est la question des inégalités. Et ce sont les premiers de corvée
pour le coup, les milieux populaires, les plus précaires qui n'ont pas accès aux activités physiques et sportives, qui sont pourtant une source d'émancipation, d'échappatoire à la crise qu'on a vécue. Et si je devais résumer le diagnostic qui précède donc cette crise du Covid, je me réfère souvent à un résumé de la pensée de Friedrich Hayek, qui est un précurseur de la pensée d'économie néolibérale avec Milton Friedman, et qui disait il faut limiter la démocratie pour y limiter le marché. Et si cette phrase peut évidemment concerner plein de secteurs, je pense que c'est exactement ce qui a été appliqué pour le sport ces dernières années. Et limiter la démocratie, ça passe par 2 vecteurs: affaiblir l'État ou les collectivités territoriales, l'acteur public, et affaiblir la société civile, et donc le mouvement sportif et les associations. Et la stratégie qui est mise en œuvre depuis plusieurs années et qui s'est vraiment renforcée depuis 2-3 ans, c'est de libéraliser la concurrence. C'est d'ailleurs ce que nous a dit en réunion publique l'Élysée. Il faut libéraliser la concurrence. La ministre des Sports dit qu'il faut mettre les fédérations en concurrence. Et donc finalement, ça a pour conséquence de nier la capacité des acteurs associatifs à être des acteurs citoyens, et en finalement les poussant à devenir des entrepreneurs et à se conforter à un modèle d'entreprise, et donc à oublier ce qui est leur objet social initial. Et donc moi je pense, donc ça fera partie de la deuxième partie de cet échange, qu'il y a un enjeu vraiment à penser le sport, les activités physiques comme un espace d'émancipation. Et pour ce faire, il y a besoin de reconnaître les acteurs associatifs, de reconnaître les acteurs publics en les dotant de moyens bien supérieurs. Bon, beaucoup de thèmes, effectivement, pour reprendre et rebondir, effectivement, la Fédération française de kayak, c'est aussi des clubs, c'est aussi, je crois, évidemment, le kayak a un secteur privé, on en parlera peut-être tout à l'heure. Comment a été vécue cette crise pour les clubs, pour les structures, pour le kayak, et où en est-on aujourd'hui ? Alors, plusieurs aspects qui apporteront des nuances, surtout en deuxième partie par rapport au propos qui est porté. Il faut savoir que la Fédération française de canoë-kayak et de sport de pagaie, qui sont intitulés exacts, est une fédération certes olympique, ça a été rappelé en introduction, mais l'olympisme ne concerne en réalité que 20% de notre activité, puisque l'ensemble des activités sont plutôt sur justement les activités solidaires, environnementales, sur toutes ces questions sociétales qui animent 80% de l'activité de la fédération. Donc là, je souhaitais déjà peut-être potentiellement sortir de certains stéréotypes ou certains clichés. Après, sur cette question qui est posée, parce que je vais quand même répondre à la question, qui est posée de l'état du sport en France, et surtout dans cette période de Covid, je scinderai la question en deux. Il y a déjà l'état du sport en France qui était largement altéré, diminué avant le Covid. Et le Covid n'a été qu'un révélateur des tensions qui étaient déjà présentes, à accentuer en fait cette vision. Une vision qui a débuté déjà depuis un certain nombre d'années, avec... déjà, ce qui a altéré peut-être le fonctionnement du sport, la fusion des régions, a eu quand même dans l'organisation du sport en France et dans la logique de l'organisation des manifestations a révélé une certaine complexité. Donc ça, c'était déjà un premier aspect. Deuxième aspect, bien évidemment, l'accouchement difficile de l'ANS qui a aussi imputé largement l'organisation du sport français. Et bien évidemment, comme ça a été dit dans les précédentes interventions, des finances publiques qui sont réglées à un niveau d'étillage qui permettent difficilement, en cas de crise, et comme c'est le cas qui a été vécu ici, de relancer véritablement la machine. Et le sport français a été, et je rejoins les propos qui ont été portés, le laisser pour compte d'un certain nombre de politiques publiques. Alors avec le Covid, que s'est-il passé ? Tout simplement l'arrêt des manifestations sportives, donc l'arrêt de potentiellement subsides en termes de financement pour nos structures. C'est aussi une diminution du nombre de licenciés. De fait, donc là aussi une source de revenus pour les clubs, pour les fédérations qui est moindre. Il y a aussi eu un certain nombre d'aspects à rajouter à cela, c'est-à-dire ça a accentué aussi les discriminations, les fractures territoriales, les fractures sociales. Alors on pourrait aussi bien évidemment développer plus amplement la question, mais par contre il y a aussi des aspects positifs qui permettent de nuancer le propos comme je l'indiquais en introduction.
Ça a permis de replacer aussi la position forte du ministère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu mettre en place des protocoles de sécurité. Ces protocoles de sécurité ont été pilotés de manière conjointe avec le ministère des Sports. Et donc affaiblir un ministère des Sports, on voit bien ici toute la limite de l'exercice en situation de crise où on a besoin d'un ministère qui soit fort sur ces questions-là. Il y a également eu, et c'est paradoxe, de la part de la population, une envie de liberté, de retour à la nature, de retour aux grands espaces, d'où une augmentation de la pratique sportive durant la période post-confinement. Et cette pratique sportive, cette augmentation s'est retrouvée dans les sports de pagaie. C'est-à-dire que suite au confinement, il y a eu une explosion de la demande des sports de pagaie. Donc ça s'est retrouvé au sein de nos clubs, mais au sein aussi des structures commerciales avec qui nous travaillons conjointement. Et là, ça permettra éventuellement d'aborder dans un second temps les synergies développées justement avec le secteur commercial. Bon, bah écoutez, oui, alors à la fois un constat et effectivement des difficultés sur le sport français, mais pas mal de pistes d'espoir dans plusieurs domaines. Les sports de pagaie donc, qui vont exploser, évidemment la course à pied, mais au-delà de ça, pour en faire une relance, pour relancer le sport aujourd'hui, quelles sont, d'après vous, les priorités? Alors sur quelle piste peut-on partir, doit-on partir aujourd'hui pour relancer ce sport, pour rebondir et évidemment pour avoir plus de pratiques et transformer cette occasion qui est peut-être manquée aujourd'hui, mais peut-être qu'on peut la rattraper. Anne-Marie? Oui, alors c'est quand même un vaste sujet, donc c'est très court, on a un temps très court pour répondre. Bon, moi, on commence. Je ferai 3 propositions. Moi, je pense que bon, le sport, ça a été dit, c'est quand même un des rares lieux où il y a véritablement une mixité sociale. Et donc ça, il faut la préserver. Et le sport amateur, le sport pour toutes et tous, voilà, c'est un objectif important. Moi, je suis écologiste. Donc moi, ce que je recherche, c'est maximiser l'impact social et minimiser l'impact environnemental. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Bon, le nerf de la guerre, c'est quand même les équipements. Au jour d'aujourd'hui, accompagner la pratique post-confinement, ça demande des équipements. On a eu quand même un dispositif qui nous est tombé dessus au mois de juin, qui est le dispositif 2S2C, qui est quand même assez formidable. Donc, c'est santé, sport, citoyenneté, culture, qui comme ça est une belle grande idée, mais les collectivités territoriales ne sont pas consultées. Et puis, quid des équipements? Comment est-ce qu'on fait? On n'a pas d'équipement, ils sont vétustes, ils sont énergivores. Voilà. Donc je pense qu'il faut véritablement avoir une réflexion sur les équipements. Équipements classiques, mais je pense qu'il faut aussi réinventer les équipements. Qui soient éco-responsables, mais aussi repenser des équipements qui aient des usages mixtes, c'est-à-dire qu'on puisse faire du handball, mais qu'il puisse y avoir des salles de convivialité, des salles pour faire de la gym, du yoga, pour démocratiser aussi ces activités, qui a permis le Covid d'ailleurs. Dans les quartiers populaires, tout d'un coup, le yoga était accessible. Voilà, donc il faut mettre en place une réflexion sur un aménagement du territoire dans lequel le sport prend sa part. Et là, il y aura véritablement une solidarité sociale et une prospective sur une solidarité sociale et territoriale. Et sur des réflexions aussi bien sur des équipements de proximité que des équipements de plus grande ampleur. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, moi je dis qu'il est temps de penser à un nouveau modèle économique. Le sport est éminemment social et solidaire. Moi je pense qu'il faut proposer un modèle innovant, collaboratif, où chaque acteur est respecté, prend sa part. Et je pense que, et nous les écolos en plus, bon, on est quand même, c'est un sujet qui nous est quand même assez cher, et proposons un modèle de société, d'économie sociale et solidaire, de SIC, d'un modèle coopératif, qui permettrait d'une part et on l'a vu par le Covid, en fait les structures sportives sont beaucoup trop dépendantes des collectivités et l'argent se fait rare, l'argent public, donc il y aurait moins de dépendance, beaucoup plus d'acteurs autour de la table et des publics différents, donc qui permettrait à ces associations sportives, mais pourquoi pas à des fédérations, voilà, différentes structures qui sont intéressées par des projets sportifs, de se rassembler. Donc ça permettrait d'avoir une pérennité aussi pour les associations sportives, parce que c'est aussi ça. On l'a en plus avec la reprise du Covid.
on est dans un flot artistique, ça permettrait d'avoir l'assurance de financement. Les bénévoles, 3 millions de bénévoles, mais les pauvres, ils croulent sous les responsabilités, enfin c'est compliqué, plus un contexte anxiogène. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, véritablement, proposer ce modèle donc d'économie sociale et solidaire, donc de SIC. Il y a eu des expériences, au Tremblay, il n'y a pas si loin, il y a un club d'équitation qui a adapté ce modèle, non pas pour faire de l'équitation classique, mais pour avoir un projet sportif, pour rendre accessible la pratique du cheval auprès des mômes des quartiers. Il y a quand même le club de Bastia qui a adopté ce modèle. Donc on est quand même là aussi, donc vous voyez, sur un modèle qui est quand même pro. Et ils ont autour de la table tous les acteurs publics. Donc il y a une responsabilité, enfin, tout le monde se tient par la barbichette, non, mais bon voilà, il y a vraiment, je dirais, une solidarité. Et je pense qu'il faut y aller. Et je pense que c'est peut-être le côté positif de cette crise sanitaire, et ben de foncer et d'y aller. C'est possible. Bernard Anselem a sorti un rapport dans le cadre du Conseil social, économique et environnemental. Et je pense que là, il faut se saisir l'opportunité. Bon, c'est un peu court pour développer, mais vous allez sur le site de LV et vous aurez toutes les infos. Voilà, moi, là, c'est vraiment mon cheval de bataille, et je pense qu'en tant qu'élu, je vais tout faire pour aller dans ce sens-là, pour aider les associations qui veulent, les structures qui veulent. Il ne s'agit pas d'imposer, hein, encore une fois. Troisième axe, et je termine parce que j'ai plus de temps. Quels sont les publics qui vont encore une fois trinquer? C'est les plus précaires. Et c'est les femmes. C'est qui vont, encore une fois, et moi je vois à Montreuil, on a 5000 foyers monoparentaux. J'ai réussi, avec un dispositif sport dans les parcs, gratuit tous les dimanches, à amener une pratique féminine, ces femmes à venir pratiquer, parce que c'était gratuit. Mais quid de la suite? Et donc je pense qu'il faut être très attentif à ça. On a, sur la fin de mandat, à Montreuil, on a expérimenté le budget sensible au genre, dans la direction des sports, la direction jeunesse et éducation populaire, et il va se généraliser à l'ensemble du budget de la ville. Et je pense qu'il faut que ça se généralise pour qu'enfin, il y ait véritablement des politiques publiques qui respectent une équité en termes d'orientation des financements, et que, effectivement, les femmes puissent être soutenus dans des pratiques, alors sportives, mais aussi le sport santé, parce que j'ai mis en place le sport sur ordonnance. Aujourd'hui, le sport sur ordonnance, c'est du volontarisme politique. Hein, on n'a aucun soutien. Moi, ça me coûte à Montreuil 100 000 euros pour 60 personnes, mais il y a des femmes qui sont suivies. C'est encore trop peu, et ça, c'est sans soutien. Donc je pense qu'en fléchant, en identifiant des politiques publiques, en fléchant après les solutions à apporter, on pourra aussi véritablement avoir un sport pour toutes et tous, et remettre de l'équité dans l'orientation des politiques publiques. Voilà, bon, je pourrais encore débattre, faire plein de propositions. Je pense que dans l'ensemble pendant les municipales, il y a eu plein de programmes municipaux des écolos qui ont proposé plein de choses. Oui, j'avais oublié quand même, et je finis. Je pense que sur les équipements, il faut aussi imposer, il y a 1% culture, sans sport, et imposer effectivement dans les bâtis, que ce soit énergétique, mais aussi voilà, qu'il puisse y avoir des salles d'activité sport. Ça commence à se faire dans les quartiers, et voilà, et cibler les quartiers populaires. Ça commence à se faire, mais dans les quartiers universitaires où il y a une salle de gym, voilà. Bon, et je pense que ça, c'est du volontarisme. Il faut y aller, et on compte sur les parlementaires, voilà, pour nous soutenir dans ces actions. Bon, on voit que tu as effectivement plein d'idées, et encore merci de les avoir résumé rapidement. Régis Juanico, donc Anne-Marie a ouvert quelques pistes. On a lu aussi vos récentes tribunes, notamment sur le ministère. Quelles sont les priorités pour vous alors au niveau de l'État, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ce que vous disiez, l'occasion manquée de relancer le sport pour tous après cette crise? Alors là aussi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'urgence d'une relance du sport au quotidien. Et puis, il y a une vision un peu plus de moyen terme et de long terme, qui est qu'il faut qu'on ait dans ce pays une loi sport et société si on veut construire un héritage sportif et territorial dans le cas des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On ne peut pas dire on veut 3 millions de pratiquants supplémentaires dans le pays et puis jamais s'en donner les moyens. Alors l'urgence, c'est la relance du sport au quotidien. Moi, ce que j'ai appelé le blackout sportif, il est sans précédent.
Et il ne touche pas que le sport professionnel. Bon, parce que là, on commande beaucoup l'annulation d'un certain nombre de matchs de football, mais ça touche évidemment ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le sport amateur. Et je veux souligner une chose. Une coupure de 6 mois dans la vie associative, c'est sans précédent. Ça n'est jamais arrivé. Donc c'est la rentrée de toutes les incertitudes. Avec un grand flou sur les conditions de reprise, on a eu des reprises très chaotiques, qui sont faites très lentement, parce que les équipements sportifs n'étaient pas forcément rouverts, et que là même, en septembre, on ne sait pas, dans beaucoup de disciplines sportives, comment les choses vont se passer dans les collectivités. Est-ce que les licenciés seront à nouveau au rendez-vous? On a plutôt des signes encourageants, rassurants, sur la reprise des licences dans les sports collectifs pour les plus jeunes. Mais je suis très prudent. Les bénévoles seront-ils, notamment les bénévoles seniors, seront-ils à nouveau au rendez-vous après 6 mois de la vie associative? C'est une grande question. Et donc, il fallait que le gouvernement annonce un certain nombre de mesures d'urgence. Un fonds de solidarité financier au niveau national, mais qui ne soit pas simplement 15 millions de redéploiement avec l'Agence nationale du sport. C'est ridicule comme somme. On a besoin aujourd'hui, au-delà des plans des fédérations qui sont les plus riches, le football, le rugby, le tennis, mais ce n'est pas le canoë-kayak, qui n'a pas les moyens financiers, on a besoin d'avoir cette péréquation, cette redistribution. On avait proposé, nous, d'augmenter les moyens, les ressources financières du sport, de l'État, aujourd'hui 750 millions d'euros, 0,23% du budget de la nation, de l'augmenter de 100 millions supplémentaires de façon pérenne, chaque année jusqu'en 2024, de façon effectivement à favoriser le développement de la pratique pour tous. Les équipements sportifs, notamment de proximité, on sait que c'est très important d'avoir des équipements de qualité, des clubs structurés avec leurs bénévoles, mais aussi surtout des emplois sportifs qualifiés. Ça c'est très important, pour moi c'est la clé. On a beaucoup parlé effectivement de la diminution des 80% d'emplois aidés qui ont été supprimés en 3 ans. Aujourd'hui vous voyez que le gouvernement, même s'il les renomme, va en recréer un certain nombre. On aurait pu s'éviter d'avoir à supprimer des emplois aidés pour les reconstituer, mais c'était très important pour notamment les associations sportives moyennes qui ont un volant de bénévoles et qui ont aussi ou deux emplois administratifs qui permettent de soulager le travail, la charge de travail des bénévoles. Ça, c'était fondamental. Donc voilà, équipement sportif et emploi sportif qualifié. On a proposé ce fonds de solidarité qui va au-delà simplement d'un appel aux dons. J'aime beaucoup la Fondation du sport français et Thierry Braillard, mais on ne peut pas en appeler aujourd'hui aux dons pour financer de façon pérenne des politiques publiques du sport et notamment les politiques publiques de l'État. On a proposé le soutien au mécénat sportif, ça nous a été refusé. Là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de dégâts au niveau du soutien financier des clubs amateurs dans nos territoires, parce qu'aujourd'hui, c'est 20% de subventions, c'est 40%, c'est les usagers, les participants qui financent, et puis après, c'est les mécènes locaux. Et puis on avait proposé, notamment avec Jean-Jacques Lozac et avec d'autres, un chèque sport. Je vois que cette idée a été reprise notamment par des députés de la majorité depuis, mais bon, bref, c'est comme ça, un chèque sport, pour qu'on ait une relance aussi de la dépense sportive à la rentrée, et qu'on puisse aider les familles à réinscrire leurs enfants et à prendre une licence dans un club de façon encadrée. Parce que tout à l'heure, quand j'ai évoqué les Français qui faisaient du sport ou de l'activité physique pendant le confinement, vous savez que ça s'est beaucoup fait à la maison, avec l'achat d'articles sur Internet, donc beaucoup de rameurs, beaucoup de vélos d'appartement, etc., et des applications. Et moi, je pense que pour continuer une pratique sportive, il n'y a rien de mieux que d'aller dans des clubs, être encadré, et donc il faut que là, les clubs aussi sportifs puissent s'adapter et offrir peut-être, ce que je disais tout à l'heure, une offre plus loisir, plus ludique et moins compétitive. Et puis, pour moi, l'horizon très important maintenant, c'est la lutte contre la sédentarité, c'est la pandémie du XXIe siècle. Vous savez que les Français ont pris, pour 30% d'entre eux, 3 de plus pendant le confinement. Certains, 20%, ont pris 5 kilos de plus. Il y en a qui ont perdu aussi des kilos parce qu'ils ont fait... C'est-à-dire qu'ils ont plus couru et ils ont pris du poids. Oui, plus couru. Pas tous. Pas tous, il y en a qui sont beaucoup restés aussi à la maison. Donc, bien évidemment, ça favorise le temps où on est assis, le temps où on est devant les écrans qui se multiplient, comme vous le savez. L'alimentation trop riche, tout ça combiné avec une baisse de l'activité physique, ça fait de la sédentarité. 10% des décès aujourd'hui, un coût financier extraordinaire. Et vous savez, la Fédération française de cardiologie nous alerte sur le fait qu'aujourd'hui, nos collégiens, nos enfants, depuis 40 ans, ils couraient un 600 mètres en 3 minutes. Aujourd'hui, il leur faut 1 minute de plus en moyenne. Donc, ils ont perdu 20% de leur capacité physique et respiratoire. Et donc, pour moi, c'est le sujet d'alerte premier. Il faut mettre les moyens aujourd'hui sur les questions de sédentarité.
Et ça passe par des politiques, notamment des collectivités territoriales. Et j'espère que là, avec l'ensemble des municipalités aujourd'hui écologistes et de gauche qui sont aux manettes, nous allons pouvoir mener des politiques d'envergure, notamment de tout ce qui concerne les mobilités actives, c'est-à-dire les pistes cyclables et sécurisées pour les pédestres et pour les cycles, pour aller du domicile au travail ou pour aller du domicile à l'école. Il y a le sport à l'école, c'est très important. J'avais fait un rapport sur ce sujet-là il y a quelques années. Nous avons besoin aujourd'hui véritablement de faire du savoir nager, mais aussi du savoir rouler, puisque nous l'avons mis dans la loi d'orientation des mobilités à l'entrée en 6e, un savoir fondamental, et puis que nous puissions faire aujourd'hui notamment des temps d'activité périscolaires, ceux qui ont été supprimés d'ailleurs il y a quelques années, mais qui étaient très favorables aux activités physiques et sportives, un environnement qui puisse faire que les jeunes prennent des bons réflexes, des bonnes habitudes, de faire de l'activité physique et sportive régulièrement, et c'est une habitude qu'ils pourraient garder tout au long de leur vie, en particulier à l'université, là où on est aujourd'hui en difficulté dans notre pays, mais aussi au-delà, dans l'entreprise, dans l'administration, au travail, que ce soit pour le sport santé bien-être, et donc on ait cette politique qui puisse être réalisée. Autre chose, aménager les cours de récréation. Alors, les végétaliser, bien évidemment, ça c'est nos politiques écologistes, mais aussi les aménager de façon à favoriser les jeux mixtes pendant les récréations, et donc favoriser là aussi une mobilité et le faire bouger de nos enfants. Voilà, c'est quelques pistes pour une loi sport et société qu'on attend depuis maintenant 2 ans, qui ne vient pas. Là aussi, on est très en alerte, puisque bien évidemment, plus on perd du temps, moins ces politiques publiques-là auront le temps de se déployer d'ici 2024 et de produire des effets. Bon, beaucoup de pistes également. Alors la rentrée de toutes les incertitudes pour les SSGT, comment ça se profile? Je confirme déjà que tous les jours, quasiment, on reçoit des annulations de courses cyclistes qui sont organisées là, beaucoup au mois d'août, au mois de septembre, puisque les mairies prennent cette décision du fait de la responsabilité qui leur incombe. Et donc oui, on est très inquiet sur la reprise. Et moi, je pense qu'il faut vraiment faire du sport et des activités physiques un enjeu politique. Et donc, c'est très bien d'organiser ce type de table ronde dans des journées d'été, parce qu'il y a un enjeu d'émancipation, il y a un enjeu de droit au sport pour tous qui aujourd'hui n'est absolument pas pris en compte. Le sport, c'est toujours un outil qui est utilisé au service d'une politique. Donc là, on a un exemple parfait avec le dispositif de S2C, mais le sport n'est jamais pris en tant que tel comme un facteur culturel, un outil politique qui va permettre de s'émanciper, c'est-à-dire de devenir un citoyen, de se former à la vie, etc. Et c'est d'autant plus un enjeu politique important que le réchauffement climatique va altérer les possibilités pour tout le monde de faire du sport quand il fera 40 degrés, quand les villes sont polluées, quand il n'y aura plus d'eau dans les cours pour pagayer. Donc il y a un réel enjeu là-dessus. Et par ailleurs, moi, ce qui me révolte vraiment profondément, c'est la question des moyens. Puisqu'on dit toujours qu'il n'y a pas de moyens pour le sport, que le sport ne peut pas être une priorité face à l'éducation, face à l'hôpital, etc. Sauf qu'il ne peut pas y avoir de sport pour tous dans une société qui n'est pas pour tous. Donc il faut que les droits fondamentaux, évidemment, soient pris en compte. Mais il y a de l'argent. Il y a d'ailleurs, Régis Juanico a porté un amendement, il y a des taxes affectées au sport qui ont été détournées de leur objectif premier pour rembourser la dette de l'État. Donc il y a des moyens qui devraient aller au sport et qui sont utilisés pour d'autres secteurs. Donc de l'argent, il y en a, de l'argent public, il y en a. Il y a des richesses dans le sport. Donc faire des choix politiques, c'est aussi faire des choix de répartition des richesses. Donc de ce point de vue-là, il y a le moyen de financer une politique du sport. Et de manière un peu plus globale, puisqu'on est aussi à la journée d'été des écologistes, moi j'aime bien comparer aussi le sport à l'enjeu de permaculture, parce que finalement on a développé pour l'industrie agroalimentaire des monocultures un petit peu partout, et je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans le sport, puisqu'on a finalement au fil du temps détruit le tissu culturel,
le tissu omnisport. Alors, la FSGT, c'est une fédération omnisport, mais je ne parle pas du multisport, des sports l'un à côté des autres, mais vraiment de l'enjeu culturel du sport. On l'a détruit parce qu'on a visé d'abord l'élitisme, on a visé l'argent, et donc on a construit aussi une forme d'industrie du sport au détriment de l'être humain. Et à mon avis, il y a un enjeu un peu de permaculture dans la question des politiques publiques du sport pour remettre l'humain au cœur de l'activité, pour remettre la capacité d'un enfant de savoir nager, de savoir rouler, et pas seulement de viser une performance dans un axe bien précis. Il y a par exemple la question de la liberté dans les sports collectifs. Comment aujourd'hui on change le jeu, comment aujourd'hui le jeu dans certains sports collectifs, il a été phagocyté parce qu'il y a un objectif bien précis, mais on oublie la question du mouvement, on oublie la question des processus. Et donc, je pense qu'il y a un enjeu important d'orientation politique sur ces questions-là. Et c'est une question, finalement, de rendre le sport populaire, c'est-à-dire de rendre le sport accessible à tous et de faire que le sport, il soit à un moment donné l'émanation de ce que les bénévoles produisent dans leur club, sur le terrain. Et ça, c'est un enjeu véritablement d'avenir. Et le développement durable du sport, il ne passera que par une appropriation durable du sport, des contenus, par toutes et tous, et de l'espace public. Ça a été dit pour les équipements. Il y a un enjeu d'appropriation des espaces naturels. Donc, samedi prochain, à Pantin, on organise Nage ton canal. C'est de l'espace public et de l'espace naturel pour toutes et tous. Donc, il y a un enjeu très important de ce point de vue-là. Merci. Oui, donc effectivement, la réappropriation des espaces. Alors, pour l'instant, il y a encore de l'eau, mais est-ce qu'il y aura... Heureusement. Mais alors, est-ce qu'il y aura à la rentrée plus ou moins de licenciés? Que vont se faire les clubs et pour la Fédération française de canoë-kayak, quel serait un plan idéal de relance de l'activité? Alors déjà, le monde d'après la crise sanitaire, ça a mis en lumière, je pense, deux choix de société. Le choix de société premier qui nous est proposé par les privatisations successives, les mesures d'étillage budgétaire et le repli soit à l'individualisme, ou au contraire rebâtir une société avec un lien accentué, un lien social accentué. Et c'est cet axe-là que la Fédération française de canoë-kayak et de sport de pagaie menait déjà depuis un certain nombre d'années, qui a été bien sûr renforcé. Alors, sur quel choix? Déjà, tout simplement, il y a, pour répondre à la question, une campagne a été lancée par la Fédération française de canoë-kayak et de sport de pagaie sur Pagayer en France, qui a porté ses fruits, qui a permis en fait cette campagne à un certain nombre de territoires, de collectivités, de municipalités de redécouvrir en fait leurs possibilités de navigation et d'accompagner un certain nombre de personnes sur les territoires, les cours d'eau, et ça a eu un franc succès. Ça a eu réellement un franc succès qui commence déjà à porter ses fruits puisqu'on assiste à une augmentation du nombre de licenciés. Donc c'est peut-être aussi atypique et lié aussi aux besoins de nature suite à la période de confinement, ce que j'évoquais. Il y a aussi quelque chose, une logique qui est toute différente à celle qui nous est proposée, généralement, c'est-à-dire opposer le secteur fédéral avec le secteur privé, commercial, où il y a une logique d'affrontement qui est souvent mise en avant par les politiques publiques, justement dans une logique de privatisation. On a fait un choix totalement différent. On a fait un choix de travailler en synergie, de manière à ce que chaque structure puisse s'y retrouver. Et en particulier, on n'a jamais eu autant de structures agréées à la Fédération française de canoë-kayak et de sport de pagaie. Pourquoi? Parce que le tout privé, le virage du tout privé a montré ses limites, surtout en période sanitaire. Ces structures commerciales étaient contentes d'avoir des fédérations qui étaient en dialogue avec le ministère pour mettre en place des protocoles de sécurité sanitaire qui ne les empêchent pas d'exercer leur activité professionnelle. En contrepartie, ces structures commerciales ont pu déployer aussi des formations de la Fédération française de canoë-kayak, en particulier les pagaies couleurs, dans lesquelles vous pouvez retrouver par exemple tout l'axe lié à l'environnement, sur la faune, la connaissance de la faune, de la flore, du patrimoine nautique, des facteurs physiques qui sont des éléments essentiels de tout éco-citoyen, citoyenne à travers la pratique du kayak et du canoë et des sports de manière plus générale. Et c'est bien là aussi la logique, et je rejoins le propos qui a été porté, c'est-à-dire que nos activités sportives ne sont que des moyens pour former des citoyens et des citoyennes. On n'est pas dans une logique de renversement, bien évidemment, des fins et des moyens.
Autre aspect également, c'est que cette période de crise sanitaire, je le rappelle encore une fois, a montré l'intérêt d'avoir un ministère fort, un ministère public qui soit là. Si tout était laissé à la logique privée, je pense que bon nombre d'activités auraient cessé. Déjà qu'elles ont été malmenées, mais là, elles auraient complètement périclité. En définitive, cette crise sanitaire nous a permis de mettre en avant la question, de renforcer la question du lien social, de lutte contre les discriminations et l'accès justement à la pratique sportive sur les différents territoires et de favoriser tout simplement les valeurs de la République qui sont soutenues par l'ensemble des fédérations. J'aime à penser, mais au moins déjà la Fédération française de canoë-kayak et de sport de pagaie. Donc de cette logique sportive est née, a été renforcée la logique de solidarité, la logique environnementale en faisant redécouvrir les territoires qui sont à proximité et toute la richesse de notre territoire français. Bien, mais effectivement, on pourrait continuer le débat. Malheureusement, l'exercice est un petit peu contraint ce matin, hein, et nos invités font, me semble-t-il, 53 minutes. Donc nous avons 10 minutes pour prendre des questions et effectivement pour avoir un petit peu d'interaction quand même. Et on voit donc beaucoup de questions. Bonjour, alors j'interviens en tant que président d'un club omnisport de 3000 adhérents dans une ville de banlieue du centre Essonne. Je partage énormément de choses qui ont été dites et je voudrais simplement revenir sur un point, sur le nouveau modèle économique que Anne-Marie appelle de ses voeux. Je vais essayer d'être court pour une fois. La vie des bénévoles au quotidien d'un club omnisport et d'un coprésident, ça passe essentiellement à aller chercher des subventions qui aujourd'hui sont extrêmement difficiles. En particulier parce que y a un simple exemple. Dans mon club omnisport, les subventions reçues de l'ANS couvrent moins de 10% des charges sociales, salariales et patronales que nous payons. Donc merci l'État. Donc je lui donne 90% d'argent de plus que ce que je reçois. On est aujourd'hui, Anne-Marie, vous l'avez tous rappelé, on est aux limites des finances des collectivités territoriales, tant sur les équipements que sur le fonctionnement des clubs. Une petite pierre dans le jardin d'un certain nombre de fédérations, en particulier de sport collectif, sur les exigences toujours plus importantes sur les équipements. Pour une fédération que je connais bien, quand la Fédération française de handball exige qu'il y ait un terrain spécifique handball dès qu'on dépasse le niveau national 1, c'est un tout petit peu compliqué pour les communes. J'ai aussi été élu pendant un petit moment. Juste une position. Alors, aujourd'hui, on est aux limites de l'exercice pour les bénévoles. Franchement, on est tous à bout et trouver des présidents pour des clubs omnisports et pour même des sections sportives, c'est extrêmement compliqué. Alors, deux propositions. Une ponction plus importante sur les grands événements sportifs pour financer le amateur. ASO pourrait, je pense, payer un tout petit peu plus d'impôts pour financer le sport amateur. Et une autre, c'est une vieille lune, mon père qui était président du même omnisport il y a maintenant 30 ans, faisait la même proposition, un vrai statut du bénévole. Qui aujourd'hui, la protection des bénévoles est quelque chose d'extrêmement important. Je vais en rester là, parce qu'on pourrait débattre très longtemps là-dessus. Merci. Alors, ça fait une très bonne transition avec ma question. Je suis nouvelle adjointe au tourisme aux grands événements à Lyon. Et donc, on a le Tour de France qui passe bientôt. Et on va essayer d'accueillir certaines épreuves des JO, la Coupe du Monde de rugby, etc. Et justement, comment les villes d'accueil de grands événements de cette nature peuvent justement aider. Enfin, on articule avec la politique sportive de la ville. Mais est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques en tant qu'hôte de grands événements, faire le relais entre ces grands événements sportifs et le sport amateur, en tant que municipalité? Voilà. Oui, alors, je pense que là, c'est un enjeu extrêmement important. Il faut effectivement que les grands événements, il y a vraiment une responsabilité éco-responsable. Je disais limiter l'impact environnemental, on est en
Le ministère des Sports, déjà en 2015, avait sorti la charte des 15 engagements éco-responsables. Et je pense que les villes doivent imposer justement aux événements le respect de ça. C'est-à-dire que, bon, c'était maintenant, ça contraignante. Et qu'après, il y a une évaluation, effectivement, des événements qui ont été mis en place et comment, effectivement, ils ont respecté ces différents points de la charte. Et moi, je le vois sur Montreuil, on a organisé un meeting international d'athlétisme. Sur cette fin de mandat, on a travaillé un label éco-responsable. C'est venu progressivement, mais il y a vraiment aujourd'hui un intérêt pour ça de la part des clubs et des porteurs d'événements sportifs. Mais il faut mettre la contrainte. Après, c'est vrai que dans les grands événements, Tour de France, on en a parlé. Je pense qu'ils ont tout intérêt aussi à donner cette image-là. Je veux dire, on a quand même aujourd'hui une évolution de l'opinion vis-à-vis de ça. Je pense qu'il faut se saisir aussi de ça pour les contraindre. Après, j'ai pas l'expérience du Tour de France, mais je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, contraindre et avoir des évaluations derrière pour pouvoir revenir vers et s'assurer que c'est pas que de la com, quoi. Parce que... C'était plus sur le comment en tant que ville on fait le relais entre les grands événements qu'on accueille et la pratique amateur du sport. Alors pour le coup, à Montreuil, quand je suis arrivée en tant qu'élue, je viens du monde de l'athlétisme aussi, ça aide. Il y avait le club français d'athlétisme et on dit on a le salon du livre. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un événement sportif qui valorise les quartiers, nos jeunes qui sortent des quartiers et qui font de l'athlétisme, qui s'émancipent, qui s'épanouissent, et puis d'autres qui arrivent à être internationaux, athlètes de haut niveau. Donc, j'ai été soutenue par Dominique Voynet à l'époque. On a mis en place donc ce meeting d'athlétisme et c'est vraiment une réussite populaire parce que les gens se sont appropriés et c'est vraiment une fête avec une qualité, je dirais, sportive de très haut niveau. Il y a eu des records de battus. On est le 3e meeting au niveau français et ça a permis de valoriser l'athlétisme, mais aussi le sport, la pratique sportive, parce que tout au long de l'année, les athlètes du CAM, et ça c'est aussi la politique du club d'athlétisme de Montreuil, les athlètes vont dans les écoles, organisent des séances. Donc il y a vraiment un lien entre la pratique de l'athlétisme dans les écoles, du sport et un événement. Et le meeting, moi quand je l'ai créé, j'avais souhaité aussi qu'en première partie, il puisse y avoir une appropriation des gamins. Donc, j'ai été dans une ancienne vie prof de PS. Donc, j'ai créé des relais. Donc, c'est-à-dire que toutes les écoles, il y avait les relais des gamins, des écoles, des collèges et des lycées. Et l'idée, c'est, il y a un témoin après. Je passe ce témoin aux athlètes, aux grands athlètes qui viennent après fouler la piste. Et je trouve que pour nos gamins, ça aussi, c'est des modèles. Ils voient des athlètes, et pour les filles, c'est énorme de voir des athlètes féminines. On sait très bien que ça marche par la représentation et que les filles pratiqueront quand elles s'identifieront à des filles. Donc voilà, ce passage de relais à la haute compétition et tout ça se mélanger sur la piste, c'est juste génial, quoi. Et c'est une fête. Voilà, ça, c'est un levier, mais il y en a sûrement d'autres. Je pense que c'est important qu'on se fixe des objectifs très ambitieux sur le sport d'après et le sport de demain. Moi, j'espère qu'on ne sera pas dans le sport d'avant et qu'on ne recommencera pas comme on le fait dans la finance ou dans d'autres domaines économiques, comme si rien ne s'était passé pendant cette crise sanitaire. Donc c'est vrai, moi je souhaite qu'on aille vers un sport plus solidaire dans ses dimensions, pas simplement financière. On a évoqué tout à l'heure toute la question des sports nature aujourd'hui, la question de la tempérance, la question des calendriers, la question des compétitions, la question des ligues fermées, qui va être une grande question aussi aujourd'hui par rapport à l'équité sportive. On n'a pas le temps de développer aujourd'hui. Et puis d'aller vers effectivement peut-être un sport plus tempérant, en circuit court. Aujourd'hui, avec les grandes régions, il y a des matchs qui se situent même à certaines divisions qui font qu'on fait des kilomètres et des kilomètres chaque week-end. Est-ce que c'est vraiment utile? Je pense que tout le monde est en train de se réinterroger sur ce système-là. Alors pour les grands événements sportifs internationaux, oui,
il faut que dans les cahiers des charges, il y ait absolument des prescriptions très claires sur l'éco-responsabilité, sur la question de l'écologie. Le changement climatique va beaucoup nous y aider. Le CIO a commencé, bien évidemment, avec l'agenda 2020 et les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 l'ont intégré, a intégré cette dimension-là. Mais il faut aussi l'élargir à la question du respect des droits humains et sociaux. Voilà. On a été un certain nombre à dénoncer la Coupe du Monde de football au Qatar, à dénoncer le rallye, on parlait de ASO tout à l'heure, Dakar en Arabie Saoudite, au nom du respect des droits humains. Et donc il faut que les grands événements sportifs internationaux respectent aujourd'hui tous les grands droits écologiques, environnementaux, mais aussi humains et sociaux, et notamment quand on construit des stades avec des ouvriers qui payent de leur vie aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Donc on va vers cela. Et effectivement, vous avez raison, il faut qu'on impose une redistribution entre aujourd'hui les grands organisateurs d'événements comme ASO et le sport amateur. Normalement, eux, ils doivent organiser des courses cyclistes amateurs en plus du Tour de France. Voilà. Mais si le Tour de France n'avait pas lieu, c'est toutes les disciplines aujourd'hui de cyclisme professionnel qui tomberaient d'un coup. Donc voilà, on va être très attentif à comment va se passer ce Tour de France. Il faut qu'il y ait moins d'objets promotionnels, moins de plastique, moins de voitures. Et je pense qu'ils en prennent le chemin. On les a beaucoup sensibilisés ces dernières années. Bon, je pense qu'ils seront obligés, sous la pression de l'opinion et des citoyens, de changer. Merci beaucoup. Alors malheureusement, le temps nous est compté. On voit bien, hein, le débat est trop court, bien sûr. Maintenant, il était intéressant, il était important, il était primordial que le sport ait sa place aujourd'hui dans ces journées et sa place aujourd'hui chez les Verts, chez Europe Écologie Les Verts également. Et merci beaucoup donc à vos... Et on a un site, effectivement, Anne-Marie. Merci à nos 4 invités d'être venus aujourd'hui. Je voudrais remercier également donc, la commission qui a travaillé sur ce sujet et tout particulièrement Frédéric Steinberg, sans qui ce débat n'aurait pas eu lieu. Merci beaucoup à tous et puis bonne et belle journée, le soleil est au rendez-vous.